Alors je vais donc je vais pas me mettre à la... Ça fait un peu trop enseignant, donc je vais essayer de me mettre sur le côté quand même pour rester un peu plus proche de vous. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous présenter un petit peu donc, le patrimoine naturel de la baie de Calvi, de façon assez générale, de façon à ce que vous puissiez, en tout cas pour certains d'entre vous, finalement à apprécier, mieux connaître un patrimoine qui est important quand même, qui est relativement riche, et mieux comprendre pourquoi aussi peut-être il est relativement important de le préserver. Alors, je ne vais pas allumer. Voilà. Donc, alors, première partie, je voudrais vous rappeler un peu le contexte géographique et géologique de la baie de Calvi. Dans une seconde partie, je vous présenterai quelques sites et milieux naturels remarquables que l'on peut trouver dans les environs. Alors, le contexte géographique et géologique. Donc, carte satellite que l'on peut trouver facilement sur Google. Bon, la baie de Calvi. Hein. Donc déjà, avant de voir les principaux sites, ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous avez, si on part de la mer, hein, la partie assez profonde ici, en bleu foncé, et les zones plus sableuses, on voit bien la partie claire qui vous permet d'avoir un fond qui est beaucoup moins important. Puis après, vous avez ce qu'on reconnaît bien, c'est effectivement l'aéroport, il n'y a pas de souci, vous reconnaissez Calenzane ici, Loum qui doit être là, le camp Rafale est ici, et puis vous apercevez que vous avez beaucoup de petits carrés, de petits effectivement, rectangles, qui correspondent à tout ce qui est parcelles, culture, etc. Et puis après vous avez les parties un peu naturelles, plus ou moins boisées, maquis, aux alentours. Alors les sites par rapport à la baie de Calvi, bon, vous les connaissez un peu, on a la Révélate ici, à la presqu'île, on verra après la grotte des Veaux Marins qui est de l'autre côté sud, pour ceux qui connaissent. Vous avez la pointe et la plage de Siluccia, qui est au sud de Starezo, on en parlera après, qui est juste au-dessus. La plage de l'Algue. Après, vous reconnaissez la pointe Saint-François avec la plage qui est ici, la plage du Ronc. Notre-Dame de la Serre, qui permet d'avoir une très belle vue sur le site. Vous avez la plage, bien sûr, et la pinette de Calvi. Vous avez la plage de Sainte-Restitute qui est un petit peu au-dessus. Vous retrouvez la Punta Calda. Alors là, on passe à partir de la plage de la Sainte-Restitute, on passe sur la commune de Loum, avec sa tour carrée. Et puis un peu plus haut, la Punta di Spal, avec une tour génoise plus petite, avec l'île de Spal. Et donc l'ensemble constitue un peu, grosso modo, hein, en gros, la baie de Calvi, puisqu'on a les deux extrémités, la pointe de la Révélate et la Punta di Spal, qui en gros ferme la baie. En revenant un peu sur le patrimoine, qui est aussi un patrimoine naturel, hein, bon, vous savez qu'au niveau de l'entropie, c'est-à-dire l'action de l'homme sur la nature, les principales cultures en Balagne, hein, que vous allez trouver, c'est surtout du vin, de la vigne, hein, puisqu'on est là sur la AOC Calvi, avec pas mal de cépages locaux. Et là, juste une parenthèse, hein, il y a, sur la plaine orientale, il y a des associations qui travaillent sur la protection des cépages, notamment tout ce qui est les cépages et aussi les levures. Parce qu'il faut savoir que les petits champignons, les levures qui permettent la fermentation, hein, donc qui permettent de faire du vin, sont intimement liés au type de cépage. Et il y a une grosse protection qui est faite, ce qui permet notamment dans l'avenir aux agriculteurs, aux viticulteurs qui auraient des problèmes par rapport à, mettons, une forte pluie, etc., une perte de levure, de pouvoir récupérer les mêmes levures et donc de pouvoir produire le même type de vin avec la même typicité. Ça, c'est assez intéressant, parce que notamment sur les AOC, ça nous permet d'être certain, même si vous avez un problème, de toujours produire du vin avec les caractéristiques de l'AOC. Alors, ça c'est une vue différente. C'est si on fait de la 3D, on voit toujours là-haut
le golfe de Calvi. Alors si on part, vous avez le cap ici, donc vous avez le Nez de Saint-Florent, vous reconnaissez le désert des Agriates, la fameuse balanine avec l'ostricogne, puis après, qui doit être ici, vous avez l'Aude, vous avez Île-Rousse qui est ici, Baudre, Algaïol, Sant'Ambroge qui est là, et puis après vous vous retrouvez sur le golfe. Alors on va se placer ici avec le Cinto. Donc on voit, on verra après sur une photo qu'on est vraiment en ligne droite, entre le Cinto qui est le sommet de la Corse. La paille à orbe, je l'ai placée puisque ça permet d'avoir aussi une idée, puisqu'on voit la paille à orbe en ce moment, ce matin, on la voyait bien. J'ai mis le Ritonde. Pourquoi j'ai mis le Ritonde? Parce que pendant longtemps, ça c'est l'anecdote, on a considéré que c'était le sommet de la Corse. Finalement, on l'a su qu'il y a à peu près 200 ans que ce n'était pas le Ritonde, c'était le Cinto le plus haut. Il y a des mesures qui ont été faites et effectivement on s'est aperçu qu'on se trompait un petit peu. Et puis là je l'ai mis parce que ça ferme un peu. Alors, c'est vous savez, hein, c'est le Cirque de Boniface qui est ici, qui vous donne une idée aussi du positionnement. Alors après, ce qui est intéressant hein, aussi, c'est de voir l'organisation géographique. Donc là, vous êtes sur, alors on va plutôt se mettre ici. Là, vous reconnaissez, alors, je ne sais pas si vous c'est là, c'est le barrage de Calagouche. Donc là, c'est le Niol, où on est ici, avec la forêt du Val de Niel. Après, si vous basculez de l'autre côté, là, vous êtes sur le Tavignan. Donc vous remontez, hein, on verra, vous remontez la vallée du Tavignan et puis vous arrivez au lac de Nîmes. Et si vous basculez de l'autre côté, vous êtes sur la vallée de la Restonne, et là vous avez effectivement différents lacs. On voit bien le lac du Ritonde ici, et puis vous avez le Melo et le Capité. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'aspect un peu géographique. On va le voir aussi. Alors ça c'est oui, la vue de. Quand vous êtes sur le Cinto, c'est caractéristique. Quand vous êtes sur le Cinto, vous voyez très très bien Calvi. Bon, c'est un peu zoomé, mais il n'y a pas de souci. Vous voyez très loin et ça donne vraiment Alors, même vue, mais différente, la vue de la mer en 3D. Donc, vous retrouvez le Cinto, vous retrouvez le Cirque de Boniface. Et là, vous vous apercevez, effectivement, donc vous trouvez la Révélate, ça, c'est juste pour les personnes qui adorent prendre l'avion. Vous apercevez pourquoi Calvi c'est un aéroport assez dangereux quand même, parce qu'on est vraiment dans un cirque. Hein. On est vraiment entouré de montagnes. Et bon, c'est ce qui fait un peu son charme, mais ce qui fait aussi pour les pilotes, qui est un certain danger quand même. Donc après vous retrouvez pareil la côte et différents éléments. Vous retrouvez ici Corté, si je ne me trompe pas, Corté est ici. Voilà, et puis après vous partez vers le col de Vic-Savone, vous redescendez vers Fontenay, vous allez vers la vallée du Tavignan et vers la plaine qui est ici. Alors, un peu de géologie, là c'est un peu moins en général c'est une des disciplines qui plaît le moins, la géologie. Pourtant, c'est hyper intéressant, ça mène à tout, et ça permet de bien comprendre les paysages. Alors, est-ce qu'on peut la... Bon. On va diminuer... Ouais, je sais pas. Voilà. On va essayer de voir. Alors, ça c'est une carte très simplifiée, une carte géologique très simplifiée de la Corse. Avec, alors, la partie rose. Alors, vous savez qu'il y a un collègue et ami avait à un moment donné décrit, il disait, vous savez, il y a l'expression, la Corse est une île de montagne dans la mer, etc. Alain Gauthier a tendance à dire que c'est deux montagnes. Effectivement, il y a deux montagnes, parce qu'il y a ce qu'on appelle la Corse granitique, c'est la Corse ancienne, ici en rose, qui forme des montagnes, avec le sommet, c'est le Cinto. Mais vous avez une Corse qui est plus récente, c'est ce qu'on appelle la Corse alpine, qui est constituée par le Cap, Casine, Castaniche, etc. Là, le sommet, c'est le San Pedrone, qui est un peu plus bas que le Cinto. Et entre, vous avez cette partie jaune, qui est la dépression centrale. Donc vous avez une chaîne de montagne ici, une chaîne de montagne ici, et donc qui n'ont pas la même origine, je vais y arriver, mais qui forment en réalité donc deux montagnes. Donc la Corse, en réalité, c'est deux montagnes dans la mer qui ont des origines complètement différentes. Origine géologique au niveau des roches et une origine géologique au niveau de la formation, puisque la partie rose, donc les roches type granit,
c'est typiquement des roches qui ont constitué, il y a plusieurs centaines de millions d'années, un continent dont est issue l'Europe. Par contre, la partie Cap, Kazikh-Kastanich, c'est une partie, géologiquement, c'est une partie africaine, qui est due à une collision. Et donc il y a deux origines géologiques très différentes. Donc il y a la Corse européenne et la Corse africaine au niveau géologique. Alors, et on verra que ce n'est pas du tout le même âge. Si on continue, c'est-à-dire que si on est encore plus compliqué, mais ça je ne vais pas trop développer, vous retrouvez la Corse un peu alpine ici, dans tout ce qui est vert, mauve, et la partie marron, rose, rouge, qui est la Corse granitique, en gros. Après, vous avez les parties jaunes, c'est des bassins sédimentaires de type calcaire que vous trouvez sur la plaine, le Nez, et puis surtout Bunivad avec ses falaises calcaires. Donc si on agrandit un peu la zone qui nous intéresse, ben on va avoir un peu les roches, à Calvi on est sur du marron, avec le Cinto ici, et puis d'autres roches, tout simplement qui correspondent à ceci. Alors là, je vais passer rapidement, je vais quand même vous en parler un petit peu. Bon, tout ce qui est vert ici, bon, c'est des roches qui sont sombres. Alors, les roches sombres, en général, dans la nature, quand vous voyez des roches sombres, ce sont des roches plutôt basiques qui sont sombres parce qu'elles sont très riches en fer et en magnésium, en ferromagnésiens, qui donnent la couleur, qui donnent le poids. Après, vous avez ce qu'on appelle un volcanisme calco-alcalin. C'est un volcanisme qui constitue notamment une partie de la réserve naturelle de Skandre, là, qui date à peu près de moins 70, 250 millions d'années. Qui est simplement dû au rapport entre le sodium-potassium. Puis vous avez des granites alcalins, là je ne vais pas développer, c'est de la chimie en géologie qui est à peu près moins 290 millions d'années. Et puis surtout les granitoïdes, ça je vais passer, la notion de granit. La chimie calco-alcalin, c'est la région un peu plus rosée ici. Et puis les granites magnésio-potassiques, donc on verra qu'il y a beaucoup de magnésium et de potassium, qui constituent la partie calvaise, et vous voyez à peu près l'âge de ces roches. On est sur des roches qui ont à peu près 340 millions d'années, et qui se sont formées à peu près dans une période qu'on appelle le Carbonifère. Carbonifère, ça a donné charbon, c'est les grandes forêts de fougères qui, à un moment donné, ont disparu, se sont enfouies, et à partir de ces grandes forêts qui sont dégradées, on a obtenu notamment la houille, le charbon, le pétrole, etc. C'est une période où on a eu ces grandes formations géologiques qui ont donné donc ce que je disais, ces roches qui permettent aussi qui permettent de produire de l'énergie, bien sûr de l'énergie fossile, et non renouvelable. Alors, granitoïdes, c'est la famille des granites, des grains. Avant d'en parler un petit peu, de vous montrer quelques exemples, juste un rappel, alors je n'ai pas pu le mettre là, parce que je ne sais pas s'il y avait Internet, mais sinon, bon, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on est dans cette période, à peu près, jusqu'à à peu près 200 millions d'années, on a ces roches qui se mettent en place, toute la partie ici, Corse, ce qu'on appelle la Corse hercynienne, elles se mettent en place sur un unique continent européen, un énorme continent, et toute cette partie de la Corse, à cette époque, n'est pas du tout géographiquement là où elle est maintenant. Cette partie-là est collée au massif des Maures et de l'Estérel. Donc on est collé au continent, et se mettent en place ces roches donc sur un énorme continent européen. À partir de 100 millions d'années, vous avez ce qui va devenir la plaque africaine qui remonte. Puisque la Terre est constituée de plaques qui bougent, on a une plaque africaine qui remonte, et c'est la naissance d'une chaîne de montagnes qui va s'appeler les Alpes, et ça commence donc, en remontant, à comprimer un peu, à mettre en place des roches qui vont devenir ces roches-ci, qui sont mises en place sous un océan, et qui ont tendance à remonter vers le nord, donc vers la Corse hercynienne. Mais cette partie-là, donc, qui se met en place, il y a 100 millions d'années, c'est toujours immergé, on ne peut pas le voir, c'est toujours dans un océan, etc. À partir entre 30 et 15 millions d'années, on va avoir une déchirure entre le bloc corso-sarde, parce qu'on fonctionne au niveau géologique, on fonctionne avec nos amis sardes, on est un seul bloc géologique. Donc il y a une déchirure qui se passe au niveau des Maures de l'Estérel, et le bloc corso-sarde va se détacher au niveau géologique, et va entraîner une rotation qui va le faire doucement descendre dans sa position actuelle dans le bassin méditerranéen. Donc vous avez la partie, le bassin méditerranéen occidental, entre la région sud et la Corse, qui se met en place. La chaîne, la Corse hercynienne, donc la Corse des granites,
est émergée, se déplace, mais la Corse, ici en bleu, la Corse alpine, est toujours sous l'eau. Il faut attendre à peu près entre 15 et 10 millions d'années pour que la plaque africaine qui remonte pousse tellement qu'à un moment donné, quand vous poussez, comme avec une main, si vous poussez du sable, vous faites un petit tas, et à ce moment-là, cette partie de la Corse alpine va devenir émerger, va apparaître. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en général, on apprend à l'école que les montagnes, plus elles sont vieilles, plus elles sont érodées. Mais là, c'est le contraire. C'est les montagnes les plus vieilles, les roches les plus vieilles, qui sont plus hautes que les roches, que les montagnes les plus récentes, tout simplement parce qu'en poussant, ça fait remonter le bloc. Donc deux origines complètement différentes. Et puis un peu plus tard, vous avez la mise en place de roches calcaires qu'on trouve sur la plaine, qu'on trouve aussi dans le Neble ou à Univac, qu'on trouve un petit peu dans le Cortenay. Et bon, ça c'est des roches typiques, mais qui se mettent en place il y a moins de 11 millions d'années. Après, au niveau géographique et géologique, vous avez ce qu'on appelle le sillon central. C'est en gros ce qui permet d'aller en voiture de l'Ostricone, du Corté, jusqu'au Tavignan, en passant par Aller, etc. C'est un sillon central qui marque, le sillon central qui marque un peu la limite entre les deux Corses. Et après, vous avez un cas particulier ici, c'est la nappe de Balagne. Il faut savoir simplement, ça c'est l'anecdote, que lorsque vous êtes sur la Balagnine, vous êtes sur un morceau de Corse alpine, donc un morceau de terre africaine, qui est venu se poser sur la Corse hercynienne. Ça veut dire qu'en réalité, si vous grattez sous le bleu-gris, vous obtenez du rouge. Alors tout ça, bon, on parle de blocs qui se déplacent, etc. Il faut savoir que c'est des phénomènes géologiques. Ça aussi, c'est parfois difficile à imaginer. On est en millions d'années, là. Ça ne se passe pas ni un homme a du mal à évaluer ça. Même dans les cours, beaucoup de personnes ont du mal à évaluer le temps géologique. Simplement, si vous vous donnez une idée, si vous voulez comparer l'histoire de la Terre à une journée, l'homme n'apparaît que le 31 décembre à 23h 59 minutes et pratique 58 secondes. Quoi. Donc on est rien, on est un accident. On est un accident au niveau évolution, on est un accident, c'est-à-dire qu'on a, dans le sens où, le terme est impropre, enfin ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est rien, quoi. On n'est rien, en réalité on est un super prédateur, ça on le voit tous les jours, hein, quand même. Donc voilà un petit peu le cadre géologique. Je vais juste vous montrer quelques aspects assez intéressants dans le Calvi. Alors, les roches qu'on appelle les granitoïdes, c'est du mot grain, ce sont des minéraux complètement imbriqués les uns dans les autres. Bon, ça, on est sur, vous allez voir, alors, je ne veux pas vous faire un détail dans les minéraux, mais juste voir l'évolution entre, si on va de la Révélate à Span, en passant par jusqu'à Algaïo, vous verrez pourquoi. Donc vous avez, ça c'est le granit typique de la Révélate. Alors il est un peu, bon, vous avez différents grains, alors, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, ça peut être vous parler, le quartz, ça, vous connaissez, il y a du quartz. Bon, après il y a d'autres roches, le mica peut-être, ça vous connaissez. Après il y a d'autres minéraux comme les feldspath, ça c'est déjà un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de noir. Les micas c'est des micas noirs, il n'y en a pas trop. Après, si vous allez sur la tour de Calda, vous en avez un peu plus, c'est un peu plus sombre. Et puis si vous allez sur le monolithe d'Algaïol, on verra, sur Algaïol, il y en a un peu plus. Bon, simplement, c'est des roches qui sont constituées de grains, de différents types de minéraux. Alors ces roches, elles ont servi à la construction, hein, et c'est typique des paysages en Corse, des paysages construits entre guillemets. La Balagne, que ce soit les paillades ou les maisons d'époque, étaient toutes faites en granit, hein, la citadelle elle est faite en granit, etc. Quand vous allez du côté de la Casine Castellici en région bastiaise, vous avez beaucoup moins de granit, vous avez d'autres types de roches, et notamment de la lauze qui est utilisée pour les toits, alors pas du tout utilisée en Balagne. Et si vous allez dans des régions dans le Neble, si vous regardez la cathédrale de Saint-Florent, elle est construite carrément en calcaire de Saint-Florent. Donc c'était vraiment une matière première qui était utilisée et qui caractérise un territoire. Alors pas forcément utilisé que pour nous, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a eu quand même un petit peu d'industrie entre guillemets. Alors oui, non, avant je vais vous montrer les figures d'érosion, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, et puis c'est un phénomène. Alors le granit, il faut savoir que ces granitoïdes, au départ, ils sont formés en profondeur.
dans la couche terrestre. Et puis à un moment donné, l'érosion fait qu'ils apparaissent en surface. Mais simplement, quand ils sont mis en place, ils se sont stabilisés à une certaine profondeur avec des conditions de pression et de température qui correspondaient à leur formation. Sauf quand ils apparaissent en surface, ces conditions sont différentes, il y a moins de pression, la température sont plus froides, etc. Et du coup, ils se cassent. Ils ont tendance à se casser selon l'organisation des minéraux. Et ces zones de fragilité sur lesquelles on fait agir les éléments de l'érosion, qui sont le vent, la température, etc., vont entraîner ce qu'on appelle des figures d'érosion qui vont définir le paysage. Alors, en premier, vous avez l'érosion en boule. Ça, c'est Aspan. Donc, quand vous vous promenez, vous verrez après que les boules, vous voyez le mécanisme d'érosion en boule, tout simplement. Ben, vous avez des fissures naturelles qu'on appelle des diaclases. Donc, vous avez les traits bleus, mais ici, vous les voyez, les fissures naturelles, les diaclases, on les voit très bien. Donc, ça, c'est des cassures naturelles. Dans cette diaclase, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez l'eau qui s'infiltre, vous avez le vent, vous avez le sel aussi marin qui va jouer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'érosion va se faire au niveau des diaclases et vous allez avoir une désagrégation de la roche qui va donner d'un côté des boules, que vous retrouvez bien ici, et puis qui va donner du sable, qu'on appelle l'arène granitique, qui partira et qui participera notamment à la constitution des plages. Et donc vous avez des formations de boules au fur et à mesure avec l'altération. Ça, c'est un premier type d'érosion. Après, vous avez une autre érosion qu'on appelle l'érosion en pelure d'oignon. Ça, on voit très bien Aspan. Donc vous voyez, vous avez une boule, effectivement, mais par-dessus, vous avez comme une lame. Et là, on voit très bien les différentes lames. Bon, et quand vous épluchez un oignon, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez ce type de figure. Après, vous avez un autre aspect, je vais tout ouvrir, c'est l'érosion différentielle en fonction des matériaux. Donc là, par exemple, si je reviens les diaclases, donc ces cassures naturelles, vous voyez bien les diaclases, et puis vous voyez les boules. Là, par contre, il n'y a plus de sable, parce que le sable est parti en mer. Et ça, c'est ce qui constitue, après, les caractéristiques du paysage. Après, vous avez différents types de roches. Vous pouvez avoir dans les granites, vous pouvez avoir des roches plus sombres. Ici, bon, c'est un filon de dolérite. Vous avez à peu près la taille par rapport au marteau. Et vous voyez que vous avez le granit et la dolérite. Et ce que vous voyez, on dirait que la dolérite, elle a vraiment été posée. Vous voyez, dans les zones noires, il n'y a plus rien. Donc il y a vraiment une érosion qui est différente, simplement parce que la dolérite, bon, c'est une roche très très riche. Non, elle est toute noire. Là, alors, quand vous avez des roches qui sont dans le rouge, en surface, c'est pas la bonne couleur de la roche, simplement parce que ça fait du fer ferrique, c'est de la rouille. Hein. Voilà, en réalité, il faudrait casser au marteau pour avoir la vraie couleur. Et c'est une roche qui est formée de tout petits minéraux, très compacts, et donc qui est beaucoup plus résistante à l'érosion. Et c'est pour ça que l'érosion va plutôt se faire sur les côtés. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle aussi, si vous vous promenez notamment à Aspan, à la cité d'Akabi, des fois vous avez des petites boules ou des petites enclaves basaltiques. Là par contre c'est très riche en basaltique parce que c'est la constitution du basalte. Et c'est très riche en fer et en magnésium qui donne cette couleur très sombre. Après vous avez ce qu'on appelle les tafognes, ça vous connaissez tous. C'est une des caractéristiques de la Corse. C'est pas propre à la Corse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est propre à la Corse pour deux raisons. Enfin, pour une raison principale, c'est que le mot, on parle de tafogne. Il faut savoir que c'est un mot, bon, tafogne c'est le trou, hein, en langue corse. Il faut savoir que le phénomène des tafognes a été défini géologiquement en Corse. Et du coup, c'est un mot, c'est devenu un mot scientifique. C'est-à-dire quand vous discutez avec un japonais et que vous lui parlez de tafogne en géologie, il sait très bien ce que c'est. Et il comprend tout à fait le modèle d'érosion. Donc les tafognes, il faut savoir que c'est dû à un phénomène à la fois physique et à la fois chimique, parce qu'il faut différents éléments pour réaliser un tafogne. Il faut bien sûr une roche qui va se désagréger à un moment donné, un grain va partir, et à partir de ce grain, vous allez avoir l'effet de l'eau, l'effet du sel, l'effet du vent, et puis la température, le soleil. Donc en gros, vous avez, si vous voulez, vous avez un grain qui s'en va, et puis le vent va rentrer, un vent chaud en général, en milliers voire en millions d'années, le vent va rentrer, le sel peut sécher dans les fissures, et notamment, et d'autres minéraux peuvent sécher et du coup changer ou se gorger d'eau et du coup changer au niveau du volume. Ça va casser les minéraux, ça va éroder les minéraux et progressivement le tafogne va se construire. Chaque fois, c'est toujours vers le haut, hein, puisque l'air chaud va vers le haut, toujours vers le haut, et du coup les morceaux tombent en général, ça se creuse ici, et dans la cuvette, vous trouvez des petits morceaux de roche. Voilà.
Alors les tafoines, bon, vous savez que notamment il y a des jeux célèbres, ça donne des formes d'aigles, d'animaux, Napoléon, enfin tout le monde voit qui veut voir. Mais c'est vrai que ça fait partie du paysage. Alors ils ont été, je n'ai pas de photos, mais les tafoines aussi ont un intérêt, c'est qu'ils ont longtemps été utilisés aussi par les bergers. C'était suivant le positionnement, c'était des abris. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes tafoines, vous les retrouvez sous l'eau. Vous les trouvez sous l'eau, puisqu'à un moment donné, le niveau de la mer a baissé ou est remonté en fonction du temps, donc vous retrouvez les tafoines. Et quand vous trouvez, alors, des fois vous trouvez de très très beaux tafoines sous l'eau, et quand vous êtes à une certaine profondeur, dans la partie supérieure, c'est-à-dire ici, c'est là que pousse le corail rouge. Puisque c'est un animal qui a besoin de peu de lumière, voire très très peu. Alors, deux types d'utilisation de ces roches, de ces granites dans la région calvaise. Première utilisation, c'est la pointe de Span, avec une roche ici qu'on appelle de la diorite. En gros, c'est comme un granit clair, mais avec un peu plus de minéraux noirs. Du coup, on a changé le nom. Quand vous promenez à Span, c'est, si vous voulez, entre la tour, quand vous descendez vers Arnel. Voilà, donc à un moment donné, sur le littoral, vous avez, c'est facile à repérer parce que vous avez ces gros dépôts de diorite, et puis la roche, la carrière vue d'en haut, elle est ici, on rentre par là. Bon, elle est rouille parce que l'oxydation. Par contre, là, on voit la diorite qui est à fleur. Donc on a une diorite, c'est une roche qui est très très dure, alors qui a été exploitée. Elle a été exploitée sur place. Il y avait des barges qui venaient chercher à exploiter au 19e siècle, début du 20e. Et donc il y avait des barges qui venaient chercher les morceaux de diorite qui étaient amenés à Calvi et qui partaient sur le continent. Et si vous avez la chance l'occasion de marcher sur une partie de l'avenue de la République à Marseille, vous marchez sur de la diorite de Span. Voilà. Donc ça c'est un peu, c'est des anecdotes. Alors j'ai une autre anecdote qui n'est pas du tout, en région calvaise, mais moi m'a toujours fait rire parce que je sais pas si c'est vrai. Mais bon. Vous avez un grès, une roche très compacte dans la région de Saint-Pierre-de-Vénaco, qui est utilisée, qui a été utilisée et qui a servi à paver à Paris la rue Colincourt. Ça c'est connu. Et il y avait un monsieur originaire de Saint-Pierre-de-Vénaco qui avait des bars rue Colincourt, etc. Au début du XXe siècle. Et qui avait des affaires, on dira, pas très nettes, entre guillemets. Et il y avait des travaux, donc devant son bar, il y avait des travaux, et donc ils avaient retiré les pavés, retiré les pavés pour faire les travaux, et à un moment donné, il n'a pas fait attention, il y a une bande rivale qui est passée, et le monsieur est mort. Et il s'est affaissé sur le tas de pavés. Et il paraît que ces derniers mots auraient dit Homo Baez, et il serait mort donc sur les pavés de son village. En tout cas, ça, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, ce qui est certain, pour les pavés, c'est bien les pavés originaires de Corse. Hein. Voilà. Donc la diorite de Span, elle a bien servi à paver une partie de la République, il n'y avait pas de problème, on a les textes et tout, donc on exportait à l'époque. Maintenant, d'abord, si on fait une petite parenthèse industrielle, bon, la quantité, on n'arriverait pas au niveau de la quantité, il n'y a pas assez. Et puis le prix de revient, c'est un gros problème au niveau des roches, c'est que le prix de revient, je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais faites-le de temps en temps, quand vous avez des travaux, si vous arrivez à avoir des travaux et à voir les palettes où vous avez les matériaux, souvent il y a toujours les étiquettes et vous apercevez que les roches, ça vient de Chine, d'Inde, etc. Donc ça veut dire qu'on a, le prix de revient, c'est impressionnant, parce que ça veut dire que c'est des roches qui passent par bateau, qui arrivent, etc., ils ne coûtent rien du tout. Donc ça pose quand même un problème au niveau de la mondialisation, c'est quand même un peu particulier. Donc, moi je le faisais j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois, je sais pas, si je sais, la montée du tribunal d'Ajaccio qui a été refaite il n'y a pas longtemps, c'est uniquement des roches qui venaient d'Inde. Voilà, on trouvait sur les palettes, à l'époque j'ai photographié les étiquettes, fait en Inde, il y a une partie, comme je suis souvent je vis à Ajaccio, il y a une partie de la route des sanguinaires, les granites, c'est des granites c'est des granites chinois. Voilà, ça ressemble un peu, voilà, parce que le prix de revient est... Donc il y a eu à un moment donné une industrie, hein, on a un peu fonctionné, et on a essayé, mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc ça, c'est une balade qui se fait facilement. Après, il y a une autre balade qui est bon, moi j'adore, parce que c'est vraiment un monument, et c'est vraiment dommage que ce soit toujours, qu'on n'ait rien pu faire. C'est le monolithe d'El Gaillol. En réalité, on dit El Gaillol, mais c'est sur la commune de Corba. Ça, je pense que...
savez qu'il y a des communes en Corse qui n'ont pas beaucoup de terrain par rapport à l'histoire. Hein. Île-Rousse, qui a été fondée par Pasquale Paoli, n'a pratiquement pas de terrain. Hein. Gaiole non plus n'a pas grand-chose, c'est Corbar qui a la majorité du terrain. C'est le fameux monolithe d'Algaiole, donc c'est un bloc de granit énorme. Alors les caractéristiques, c'est facile à aller voir, hein. Quand vous êtes sur la ligne droite d'Algaiole, vous avez la station-service en plein milieu, c'est à droite, il y a un chemin, vous le prenez. Alors c'est dans un domaine privé, mais bon, au moment il y a l'accès, il n'y a pas de problème. Donc c'est une colonne énorme, elle fait plus de 17 mètres de long, pour vous donner une idée, hein. C'est 2,74 mètres de diamètre, c'est-à-dire que là, c'est pas la hauteur d'un homme, là, hein. Ou alors il est très 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 grand, hein, je sais pas, il y a 32 faces, on les voit ici, et ça a été taillé entre 1838 et 1839. Alors ça a été taillé pourquoi? Ça a été taillé parce que ça devait partir, je ne sais pas si vous connaissez Ajaccio, la statue de Napoléon, en haut du cours Grandval, Ajaccio s'appelle le Casone. Oui, il y a des marches, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez le Casone, vous avez fait toutes ces marches avec la statue de Napoléon. En réalité, elle aurait dû être là, cette colonne. Elle devait être verticale, et la statue de Napoléon devait être sur la colonne. Donc il y avait un très très beau projet, sauf que lorsqu'ils ils l'ont taillé, mais après ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas la relever, la déplacer. Le poids était tellement important. Voilà. Alors, c'est un granit qui est tellement compact que malgré la date, pour l'instant, il n'est absolument pas abîmé. C'est-à-dire demain, on a une machine pour soulever le monolithe. On le gratte un peu parce que le orange, ce que vous voyez, c'est des lichens. Vous le grattez, il est parfaitement utilisable. Après, techniquement, bon, on en ferait quoi? Et puis après, bon, il y a un aspect financier parce que... Donc voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau géologique deux petites balades qui sont pas mal pour voir un peu les sites. Bon, après vous avez la citadelle, vous avez le granit qui est facilement observable et il n'y a pas de problème, vous pouvez voir de belles choses. Alors, après, donc, on va passer à un aspect plutôt biologie, la présentation de quelques sites et milieux naturels remarquables. Alors, si on le voit, en gros, si on regarde, vous savez qu'il y a différentes normes pour protéger les sites. Hein. Il y a à la fois des normes, c'est-à-dire qu'on considère que le site est intéressant, puis après il y a carrément des grosses mesures de protection et de gestion. Donc il y a deux sites qui ont été achetés par le Conservatoire du littoral, c'est la pointe de la Rivellate, 75 hectares, et la pointe de Spane, 66 hectares. Donc ça, c'est acheté, c'est géré par le Conservatoire du littoral, et donc là, il n'y a aucune possibilité, normalement, de construire, de faire quoi que ce soit, c'est vraiment des zones hyper protégées. Après, vous avez ce qu'on appelle des sites classés. Alors c'est plutôt, les sites classés, en général, bon, c'est l'État qui classe un site par rapport à ses caractéristiques, qui peuvent être historiques, patrimoniales, urbanistiques, biologiques, etc. Donc vous avez la cité de Calvi, c'est-à-dire que normalement, quand on est dans un site classé, on ne peut pas, si on veut refaire sa maison, on ne peut pas normalement utiliser les matériaux qu'on veut, on ne peut pas, on peut pas repeindre une façade en jaune fluo, voilà, donc il y a des protections, Batterie Saint-François aussi, une mesure de protection. Après, vous avez des sites inscrits, là aussi, s'il y a des mesures de protection, c'est autre chose. Site classé, site inscrit, c'est assez proche au niveau protection. Vous avez la plage et la Pinède, et puis vous avez la pointe de la Rivellate. Après, vous avez des sites reconnus pour leur intérêt à la fois en biologie et aussi en géologie, pour leurs ressources, parce qu'il y a une biodiversité qui est importante, une biodiversité qui est particulière. Vous avez la Rivellate, et le cirque et la forêt de Boniface. Et après, vous avez d'autres types de mesures de protection. Vous avez la réserve de pêche du canton de Montcalvi, qui est au bout de la pointe de la Rivellate. Et normalement, les pêcheurs ne peuvent pas y aller. Alors c'est assez intéressant parce que il y a ce qu'on appelle au niveau des réserves naturelles l'effet réserve, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la réserve, normalement, on voit beaucoup plus de poissons, puisque c'est pas... Et puis, l'avantage d'une réserve en mer, c'est qu'il n'y a pas de mur. Donc, à un moment donné, le fait qu'il y ait beaucoup plus de poissons fait qu'il y a de la reproduction, etc. Et puis, ça va essaimer, ça va partir à la droite et ça va enrichir le milieu naturel. Donc là aussi, il faut savoir que c'est relativement... On ne peut pas pêcher comme on veut. Alors, on va commencer par les fonds marins. Alors, il y a un autre spécialiste, donc je vais essayer d'être sur les fonds marins. Alors, 99% des photos sont les miennes. Il y en a quelques-unes quand même, je vais citer les auteurs parce qu'après on va balancer, donc je fais quand même. Donc, les fonds marins, si vous voulez, quand vous êtes sous l'eau, avec
masque et un tube, il y a 3 types de fonds marins. Soit vous tombez sur du sable, soit vous tombez ce qu'on appelle sur l'herbier de Posidonie, soit sur des fonds rocheux. En général, c'est ça en Méditerranée. Alors j'ai mis les fonds rocheux, les fonds sableux, pardon, et l'herbier de Posidonie d'un côté, par rapport à la baie, et j'ai mis les fonds rocheux de l'autre, puisque la seconde partie sera les fonds rocheux. Alors les fonds rocheux, vous les trouvez à Span, à la Révélate, mais là où c'est vraiment très raide et très intéressant, si vous avez l'occasion de faire de la plongée ou d'aller voir les fonds rocheux, c'est plutôt le côté sud de la Révélate, côté Romarin. Alors, le fond sableux et l'herbier de Posidonie, donc on voit un peu un fond sableux. Alors un fond sableux type, c'est ça, quand vous plongez à une dizaine de mètres, hein, vous avez du sable, voilà. Ah, vous avez du sable, vous avez ces figures, alors ça c'est de la figure, c'est dû à l'hydrodynamisme, hein, ce qu'on appelle des ripple marks en géologie, c'est une espèce de crête où le sable se dépose comme ça, et puis vous avez vous avez entre guillemets des restes d'algues, des restes de Posidonie. À première vue, on ne voit pas grand-chose. Bon, en réalité, c'est assez riche. C'est un milieu qui n'est peut-être pas aussi riche que le milieu rocheux, mais c'est assez riche, puisque on voit quelques espèces, alors je vais toutes les sortir comme ça, comme la première série. Si vous grattez, parce qu'on ne vous les verrez pas en surface, vous avez des oursins dans le sable. Alors c'est des oursins irréguliers, alors je vais expliquer pourquoi. Chaque fois j'ai essayé de mettre le nom en corse quand je l'avais. C'est un oursin irrégulier parce que vous savez, l'oursin en général il est rond, l'oursin qu'on mange il est rond. Et il est fait de façon particulière, c'est-à-dire que vous avez la partie buccale, les dents d'oursin avec ce qu'on appelle la lanterne d'Aristote qui est dans la partie inférieure, puisqu'il y a des petits pieds qui lui permettent de se déplacer, et puis il broute, hein, il gratte la roche avec les dents de la lanterne d'Aristote, et puis vous avez l'anus qui est en haut, qui est au-dessus, dans la partie supérieure. Et on dit que c'est régulier parce qu'il est bien rond, bien symétrique, etc. Lui, comme il s'est adapté au fil du temps à son milieu naturel, donc il avance, et du coup vous avez la bouche qui est passée un peu devant et l'anus qui est passé derrière. Et il a une forme qui est un peu allongée. Donc là, les oursins et les toiles de mer, c'est la même famille, ce qu'on appelle les échinodermes, ils sont caractérisés par une symétrie 5. Hein. Et là, vous avez l'étoile peigne avec ses dents caractéristiques. Et puis là, vous le voyez, vous avez un poisson plat, un platypus, et bien camouflé. Là aussi, c'est un poisson qui a évolué, c'est-à-dire que sa face, elle est repassée, les deux faces, droite et gauche, ont un peu bougé, et du coup, il est devenu plat, mais en réalité, il y a toujours une droite et toujours une gauche. Ça, c'est un peu compliqué quand on lit. Voilà, je n'ai pas mis le platypus, ou rhombodimdirène. Autre poisson typique du sable, c'est la vive. Alors ça, c'est la vive léopard, parce qu'elle est pas elle est tachetée, avec le fameux aiguillon qui n'est pas relevé, donc des vives qui se mangent, hein, qui sont assez bonnes, bien pêchées, mais qui sont aussi à la fois, il ne faut même pas y mettre le pied dessus. Bon, après, vous avez bien sûr les rétorpilles, et puis vous avez l'autre raie qui est la pastenague. Donc il y a quand même, voilà, hein, on voit pas mal, alors je n'ai pas tout mis, parce que sinon il y a beaucoup d'autres poissons, beaucoup d'autres coquillages, etc. C'est assez riche aussi les mines. Donc ça c'est ce que vous allez avoir au large de la plage de Calvi, hein, vous allez avoir ce type de fond avant de passer à l'herbier de Posidonie. Alors, l'herbier de Posidonie, on l'appelle Outazone en Corse, alors vous le connaissez, alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, alors ça vous voyez, il y a des articles dans les journaux chaque saison, hein, c'est un marronnier hein, pour les journalistes. Vous pouvez aussi le voir, non pas au bord de l'eau, mais on peut voir l'herbier de Posidonie, enfin en tout cas les feuilles de Posidonie, on peut les voir un peu dans la nature sur la terre, puisque c'était utilisé dans les paillades. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les paillades qui sont écroulées, avec le toit en terre, et des fois on mettait de la Posidonie comme isolant. Donc des fois, parfois, on arrive en tout. Donc l'herbier de Posidonie, c'est ça, hein, sous l'eau. C'est ces grandes prairies sous-marines. Alors là aussi, caractéristique, c'est pas une algue, c'est une véritable plante à fleurs. Parce que même chaque année, dans le Corse Matin, régulièrement, des fois, il y a un article où on parle de plantes à fleurs, mais souvent, ou alors vous avez quand c'est avant la saison touristique, vous avez les socioprofessionnels qui se plaignent parce qu'il y a encore des algues qui ont envahi la plage, etc. Bon,
Ça, eux, ils ont une considération qui est économique, qui n'est pas du tout naturaliste, mais au niveau naturaliste, ce n'est pas des algues, c'est des plantes à fleurs, voilà, beaucoup plus évoluées, avec une tige, etc. Donc, alors, la partie, alors ça se décompose comme ça, vous avez une tige avec des racines qui est à la fois qui a un développement vertical et horizontal, ce qu'on appelle un rhizome, et puis après vous avez des feuilles qui sont très longues, plusieurs dizaines qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres de longueur, et puis qui sont larges à peu près comme un doigt, plates, et vous avez donc les feuilles, comme je porte bien le nom, de prairie. En Corse, je crois qu'il y a à peu près, on évalue, je crois, à 55 000 hectares de Posidonie autour de la Corse. Voilà, donc c'est quand même relativement important. Et la Posidonie est endémique de Méditerranée, c'est une plante typique de Méditerranée, et c'est considéré comme un des écosystèmes les plus intéressants, les plus fragiles, on y reviendra, de Méditerranée. Donc, après une caractéristique, c'est que je vous dis que c'est une plante à fleurs. Ben voilà une fleur, voilà une fleur de Posidonie. Ça, la photo, voilà, ça c'est une photo c'est une photo d'un ami du parc, Nicolas Robert, qui travaille au parc naturel régional de la Corse, qui m'avait fourni cette photo. Donc on voit très bien la fleur particulière. La Posidonie fleurit à la fin de l'été, plutôt en automne, et après elle va produire des fruits, des olives, qui vont s'échouer. Et vous avez donc voilà l'olive, et à l'intérieur vous avez les graines. Ça c'est caractéristique de la Posidonie. Voilà donc l'exemple de dépôt de Posidonie par rapport à Calvi. Donc vous avez ce qu'on appelle des banquettes, ça forme ce qu'on appelle une banquette. Et puis vous avez ici d'autres dépôts que l'on appelle, ces fameuses boules qu'on va trouver, qu'on appelle les algagropiles. Alors on les a appelées algagropiles en comparaison avec les boules de poils qu'on trouve dans les estomacs de chats. C'est-à-dire que les chats, vous savez, ils se lèchent régulièrement les poils, ils se nettoient, etc. Et quand les élèves vétérinaires disséquaient un chat, dans leur estomac, on trouvait ce type de boules, et ce qui a donné le nom, on a comparé, alors eux, les chats, c'est des boules de poils, là, c'est des fragments de Posidonie. Algagropiles avec la banquette. Voilà. Alors, avant de revenir sur les espèces, parce qu'il y a énormément d'espèces qui vivent dans l'herbier de Posidonie, donc l'herbier de Posidonie est quelque chose de relativement d'hyper important en dehors du côté écosystème, biodiversité, etc. Ça a un rôle fondamental. C'est-à-dire que c'est une plante qui va d'abord, quand elle est in situ, quand elle est sous l'eau, elle va fixer les sédiments. Ça va être un lieu où les animaux vont venir se protéger, c'est un lieu où ils vont venir frayer, se reproduire. Donc il y a un intérêt hyper important. Ça produit de l'oxygène aussi, c'est important, ça aussi. Ça participe à l'oxygénation de l'eau. Alors c'est pas l'élément principal, on a tendance à penser, souvent on dit le plus gros producteur d'oxygène dans les océans, c'est quand même le phytoplancton. C'est relativement important, donc ça produit de l'oxygène, c'est un lieu donc, où les espèces vont se reproduire, c'est un lieu où il y a de la biodiversité. Et puis, quand vous avez ces banquettes, l'hiver, ça protège de l'érosion. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'il ne faut pas enlever, qu'il faut laisser le maximum. Ça va protéger l'érosion, et effectivement, après, à un moment donné, on peut comprendre que pour certaines raisons, on puisse les enlever, mais en tout cas, il faut faire attention à les maintenir le plus longtemps possible, de façon à protéger, c'est un facteur naturel de lutte contre l'érosion. Alors, parmi quelques espèces dans l'herbier de Posidonie, notamment, la grande nacre, qui est le plus grand coquillage de Méditerranée, qui peut atteindre facilement 70 cm, qui vit planté. Deux choses sur la grande nacre. Alors il faut savoir qu'elles ont été exploitées depuis très très longtemps, surtout pour se nourrir, mais aussi, moi je me souviens quand j'étais petit à l'entrée de Calvi, il y avait un commerce qui vendait des grandes nacres, et elles étaient peintes à l'intérieur. Voilà, elles étaient peintes, c'était peint à la main, il y avait la citadelle qui était peinte, et c'était vendu aux touristes. Donc c'était relativement exploité. Il faut savoir que la grande nacre, depuis à peu près 2016, même avant,
2016, la grande nacre est relativement est en danger puisqu'elle a tendance à disparaître. Je ne sais pas dans le golfe de Calvi, Pierre Lejeune peut-être nous le dira, mais en tout cas moi je peux vous dire que je plonge beaucoup dans le golfe d'Ajaccio, il n'y a plus de grandes nacres dans Ajaccio, c'est fini. À Calvi non plus. Hein. À Ajaccio, il n'y a plus de grandes nacres, elles sont toutes mortes. Donc on a un parasite venu d'Espagne, hein, le nom je l'ai eu en tête, mais il a un nom à sortir, on s'en fiche. C'est un parasite qui est en train de tuer la grande nacre. Hein. Donc là, le problème, c'est est-ce que... on peut espérer qu'il y ait des souches qui subsistent, et puis à un moment donné, que certains individus soient résistants et après essaiment en Méditerranée. En tout cas, ça pose un problème, c'est quand la grande nacre est en train complètement de disparaître. L'origine, c'est l'Espagne. Enfin, le foyer est parti d'Espagne. Alors comment est arrivé ça, il y a des études qui sont faites, je pense que... Voilà, donc ça c'est un vrai parce que c'est, bon, d'abord c'est on perd de la biodiversité, et puis c'est un patrimoine, c'est le plus gros coquillage de Méditerranée quand même, donc c'est assez important. Bon, après, dans l'herbier, vous avez les labres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'évolution fait que le labre, quand il est amer ou là, quand le labre vert est dans l'herbier, c'est difficile de le voir. Hein. C'est typique, c'est un exemple. Et puis l'hippocampe aussi. Ce photo de Nicolas Robert, aussi du parc, ça aussi, c'est une photo de Nicolas. Moi, je me souviens quand j'étais enfant ou ado, quand on plongeait à Calvi, on en voyait. Moi, il y a longtemps que j'ai plus vu d'hippocampe. Voilà. Il y a très longtemps que j'ai plus vu d'hippocampe. C'est voilà, vrai. Il y en a dans les étangs, il y en a pas mal dans les étangs de Thau, je crois, sur le continent. Mais en tout cas, moi, Nicolas, je ne sais plus quand est-ce qu'il a pris cette photo. En tout cas, bon, c'est bien, mais moi, je suis désolé, je vois plus trop d'hippocampe. Alors, vous savez que l'hippocampe, c'est l'anecdote, hein, c'est le père qui accouche. Vous savez qu'il y a deux ou trois... Il y a quelques espèces animales où c'est le père qui accouche. Alors, ça ne veut pas dire que la reproduction soit inversée. Hein. C'est bien les femelles qui sont fécondées, mais accouche simplement parce que la femelle dépose dans une poche abdominale les œufs dans la poche abdominale du père. Alors, on retrouve ça chez d'autres espèces comme des araignées, etc. Donc, ou même chez des amphibiens, comme certaines grenouilles en Amérique du Sud. Il y a des grenouilles où les femelles déposent des œufs sur le dos du père, qui a des espèces de petites cavités au niveau de la peau. Les œufs sont déposés, et puis après ils vont rester, ils sont protégés, ils se déplacent avec le père, et puis les petites grenouilles, ça éclot. Et puis les grenouilles partent à leur aventure. Là, pareil, hein, les œufs sont déposés dans la poche abdominale, et puis à un moment donné, quand c'est prêt, le père a la joie d'avoir d'énormes contractions, et vous voyez les petits hippocampes qui sortent. Voilà. Donc voilà, c'est partie de quelques adaptations biologiques. Alors après, je voudrais juste vous parler de ça. Alors, on est entre la plage et l'herbier, vous allez comprendre pourquoi. Voilà pourquoi l'herbier. Moi, ça m'a toujours fasciné quand j'étais gamin. Et quand j'étais gamin, j'en ramassais, et je croyais toujours que j'avais ramassé des bouts de corail. C'était un gros truc, j'étais content, j'avais ramassé des bouts de corail, etc. Alors, ça, c'est pas Calvi. Alors, la photo n'est pas trafiquée. Alors, moi, on me dit, ouais, tu as saturé. Non, pas du tout. C'est une page, je ne sais pas si vous connaissez à Ajaccio, c'est une page qui s'appelle Capodifène, qui est très connue à Ajaccio pour ça, pour ses sables rouges. Et tellement connue qu'au début du XXe siècle, ça a intéressé des Anglais de la Société royale microscopique de Londres, qui sont venus à Ajaccio étudier ces sables rouges. Donc ça, en macro, on voit ces petits grains de sable rouge. Voilà, donc en réalité, ces petits grains, c'est ça, hein, de quelques millimètres. C'est une cellule, c'est un animal unicellulaire, qu'on appelle un foraminifère, et le nom c'est Miasina miacea. Donc c'est un animal qui produit une espèce de carapace, enfin un animal, c'est une cellule animale qui produit une sorte de carapace qu'on appelle un test, comme un test, et qui vit fixé. Donc là c'est sur une posidonie, hein. Toute la faune et la flore fixée, c'est ce qu'on appelle une faune et une flore épiphyte, qui s'accroche et qui vit dessus, qui ne parasite pas la plante, hein. C'est uniquement la plante qui sert de support uniquement. Et il vit comment? C'est que le test est troué et sortent du test des petites expansions de la cellule, qu'on appelle des pseudopodes, qu'on voit ici, et qui capturent la matière organique en suspension. Alors, les foraminifères ont divers intérêts pour l'homme, alors pas celui-ci, mais d'autres en général. Il faut savoir que les foraminifères ont une évolution en géologie qui est très rapide.
C'est-à-dire que vous avez des foraminifères qui n'ont vécu que pendant une période donnée. Donc quand dans une roche, un type calcaire, vous trouvez ce type de foraminifère, vous savez obligatoirement que la roche a l'âge du foraminifère parce qu'elle le contient. Donc ça permet de dater les roches, les foraminifères. Après, les géologues qui travaillent pour des compagnies pétrolières aussi, dans certaines roches qui peuvent contenir du pétrole, on sait que c'est associé à certains foraminifères. Donc ça veut dire que lorsqu'ils trouvent ce type de roche, enfin ce type de foraminifère dans certaines roches, il y a de fortes chances qu'il y ait plus profondément ou que, en gros, le gisement renferme du pétrole. Donc voilà, donc c'est pas des morceaux de corail, hein, c'est un petit animal, c'est le test d'un petit animal. Alors, les fonds rocheux, alors, 3 types de fonds rocheux, je les fait en descendant. Hein. Donc là, bon, ben c'est la roche classique hein, que vous trouvez à quelques mètres sous l'eau avec un sar ici. Là, on est un peu plus profond, on doit être à 20-30 mètres, où on a des anémones encroutantes que l'on voit. Et puis, encore plus profondément, vous avez là on est à 50 mètres à peu près, vous avez des structures un peu rosées qui sont constituées par des algues rouges qui produisent du calcaire, donc c'est des algues qui ne sont pas souples, qui sont assez rigides, des corallines, et on a ce type d'écosystème, entre guillemets, qu'on appelle le coralligène, qui fait l'objet de pas mal d'études actuellement, et qui participe à la biodiversité des fonds rocheux. C'est très très riche en espèces, il y a près de 2000 espèces qui ont été répertoriées, qui vivent dans ces milieux de coralligène. Alors après, quelques espèces hein, qu'on va trouver dans les fonds rocheux, vous avez l'étoile rouge classique, après vous avez l'astrée rugueuse. Alors là vous la connaissez parce que vous sont à Lucci, hein. C'est le coquillage, c'est un coquillage qui est ici, et puis le coquillage il a ce qu'on appelle un opercule pour le protéger, et c'est cet opercule qui, lorsque le coquillage meurt, par décomposition, est libéré. Et vous avez, alors ça c'est le côté extérieur, et puis le côté intérieur, c'est l'œil de Sainte-Lucie classique, blanc, qui est utilisé. Voilà, donc ça, voilà, les yeux de Sainte-Lucie, qui sont utilisés en bijouterie, etc. En Corse, en Méditerranée, ils sont, disons, cette forme, cette couleur orangée. Parfois, dans certains commerces, hein, ils vous vendent des yeux de Sainte-Lucie beaucoup plus gros. Bon, c'est pas méditerranéen. Bon, ils ne vous vendent pas que ça. Des fois, vous avez des sachets de coquillage, quand vous regardez, ça vient d'Indonésie, etc. C'est affligeant. Mais... Ah bon, après, vous avez un oursin. Alors, je n'ai pas voulu mettre l'oursin classique. Les oursins classiques qu'on trouve à faible profondeur. J'ai mis un oursin qui est vraiment très rond, qui est très joli, c'est l'oursin melon, mais qu'on trouve qui a des pics un peu plus petits, et qu'on trouve à plus grande profondeur. Après deux colonies animales, hein, puisque ce sont des animaux et ce sont des colonies. Vous avez les gorgones, qui sont rouges mais qui sont très très souples. Et puis vous avez le fameux corail rouge, le corail rouge qui est exploité, le corail sang de bœuf qui est exploité. Alors le corail, c'est un animal, hein, c'est une colonie. C'est un animal donc, un peu particulier puisqu'il y a formé de différents individus qui ont chacun des rôles. Alors, vous avez des individus qui produisent des polypes qui servent à capter la nourriture, vous en avez d'autres qui servent à la reproduction, etc. Et le corail produit donc un squelette rigide, qui après est utilisé, hein, et qui est rouge parce qu'il est très riche en carotène. Donc là, quand vous vous approchez, soit vous avez les polypes qui sont toujours à l'extérieur, puis après ils ont tendance à rentrer, dès qu'ils sentent les variations de pression dues à l'eau, et puis après vous avez la partie où les polypes sont complètement rentrés. Alors le corail, c'est exploité depuis la préhistoire par l'homme. Hein. La Corse a toujours été une région où on a beaucoup pratiqué la pêche au corail. Bon, la pêche au corail qui était... il y a les deux grosses régions qui sont connues, c'est la région ajaxienne et Bounivadj, où on avait des pêcheurs, énormément de pêcheurs qui partaient, notamment soit au large de l'Afrique, partaient pêcher le corail, qui revenaient. Et après, ils étaient, notamment dans la région ajaxienne, ils étaient mis en quarantaine, soit sur la Grande Sanguinaire, ça n'a pas duré longtemps, dans des lazarets, puis après dans le lazaret qui est à l'entrée d'Ajaccio, qui pouvait ramener des maladies, donc on était là.
Et puis c'était vendu, Donc la région, les plus gros tailleurs de corail, c'est Naples, c'est l'Italie. Et la majorité de la production corse est par en Italie, même s'il y a des petits artisans locaux, par la région de Naples. Bon, une anecdote, quand vous êtes... alors, les Ajacciens, quand ils revenaient des campagnes, ils offraient les plus grosses branches à l'évêque d'Ajaccio. Voilà, ils offraient la plus grosse branche. Et au début de la route des Sanguinaires à Ajaccio, vous avez une petite chapelle qui s'appelle la chapelle des Grecs, où certains évêques d'Ajaccio ont été enterrés. Et les Ajacciens disent que certains évêques ont été enterrés avec des branches énormes. Bon. Et il y a quelques années, il y avait du bruit, il y a des gens qui ont cru qu'il y avait des revenants, qu'il y avait du bruit dans la chapelle des Grecs, ils ont appelé la police, et quand la police est arrivée, il y avait un corailleur connu à Ajaccio avec un pied de biche qui essayait de voir si effectivement il y avait des grandes branches de corail. Voilà. Bon, ça c'est... vous voyez ça, donc ils offraient quand même, et puis il y a eu beaucoup d'économies à Ajaccio. Quand vous vous promenez à Ajaccio dans la rue Fèche, vous avez la maison des corailleurs. Voilà. Alors aujourd'hui le corail, il est protégé, mais la pêche est autorisée, il y a une licence, il y a quelques pêcheurs de corail, il y a quelques pêcheurs de corail encore. Alors c'est une pêche qui est compliquée parce que ça se fait à la main, ça se fait à grande profondeur, il y a de la décompression, etc. Mais c'est encore exploité. Alors par rapport à la Grande Nacre, je ne sais pas trop ici, mais en tout cas je peux vous dire que dans le golfe d'Ajaccio, moi je connais les ponts, il y a de plus en plus de corail. Voilà, ça c'est. Moi sur Ajaccio, il y a on verra après, il y a deux espèces animales où j'en vois de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est accidentel ou pas, mais en tout cas, si on peut le généraliser, mais. La première espèce, c'est le homard bleu de Méditerranée. Moi j'en trouve de plus en plus, et du coup je fais de plus en plus de photos. En général, j'arrivais à faire des photos comme ça, et puis dernièrement, on voit bien que c'est le homard bleu de Méditerranée, qui est pas très. Qui est plutôt, alors en consommation, il est plutôt consommé sur la côte atlantique. Nous, on n'est pas corail, on est plutôt langouste. Voilà. Mais bon, il y a de plus en plus de corail. Langouste, son équipe, on peut travailler sur la langouste. Bon, ça, vous savez que la langouste, Calvi, pas qu'à Calvi, dans tous les ports de Corse, on se bat pour la langouste. Quand on utilise une technique de pêche qui n'est pas terrible, c'est le filet. Parce que le filet, lui, il fait les petites et les grosses. Que les NAS, notamment dans le cas à Centuri, etc., les NAS c'est quand même beaucoup plus efficace, parce que ça vous permet de remonter, même si vous remontez une petite, elle peut s'échapper, et puis même si vous la remontez, elle n'a pas les antennes cassées, ou elle n'a pas les pattes cassées par rapport au filet, on peut la relâcher. En tout cas, c'est une ressource qui est importante, et c'est une ressource il y a une économie dessus, et il faut tout faire pour la préserver. Alors après, d'autres, là on passe chez les poissons, ça c'est le dent, alors là où moi j'en ai vu de beaux en plongée, c'est effectivement pas loin d'Astarezo, à la limite entre la réserve et l'Astarezo, il y avait pas mal de beaux dents. Barracuda, Nicolas Robert, moi j'en ai vu mais j'ai jamais réussi à les photographier. Nicolas Robert lui a réussi après on verra un peu sur les barracudas, on verra pourquoi, j'ai mis le barracuda. Les mostelles, typique, plutôt dans la roche, etc. Un autre poisson qui lui est protégé, maintenant, c'est le corbe. Le corbe est protégé, ça a été renouvelé. Il y a une protection parce qu'il y a. Alors c'est un poisson qui est. D'abord, là, la photo est à. En réalité, le corbe, il est rarement seul. Là, sa vie en banc. C'est un poisson qui est, pour les chasseurs, qui est un peu couillon. Il est trop gentil, c'est-à-dire que quand les pêcheurs sous-marins, quand ils descendent, même les plongeurs avec les bouteilles ont fait du bruit, mais ils viennent voir. Donc ils se sont fait massacrer, et du coup on a dû arrêter la paire protégée, donc le corbe est protégé en ce moment. Autre espèce protégée, pas depuis longtemps, mais c'est le mérou, le gros mérou brun de Méditerranée, qui est protégé, et là par contre on voit de plus en plus, notamment des juvéniles à faible profondeur. Beaucoup de murs. Bon, après, je vous ai remis le congre. Alors, le congre qui est tout gris, qui a des petites dents, de toutes petites dents. Par contre, la murène, elle a des dents beaucoup plus longues, des filets, deux types de poissons à la forme de serpent, entre guillemets. Alors,
ça, juste parce que on a vu le barracuda tout à l'heure, et puis après, on va parler d'autre chose. Donc là, c'est la girelle commune. Alors, la girelle, comme beaucoup de poissons qui changent de sexe au cours de sa vie. Donc, vous avez la partie, une femelle à gauche, et vous avez la partie mâle, beaucoup plus colorée, etc., à droite. Et vous avez un autre type de girelle, c'est la girelle pan, qu'on voit de plus en plus, avec la femelle ici et le mâle ici. Et par contre, qui sont des poissons qui sont depuis peu visibles en Méditerranée, qui ne sont pas forcément issus de Méditerranée. Alors ça, c'est la problématique comme le barracuda, c'est le problématique de certaines espèces qui se développent en Méditerranée avec en gros 3 origines possibles. Soit elles arrivent par l'Atlantique, soit elles arrivent par le détroit de Suez, ce qu'on appelle du coup les espèces lessepsiennes par rapport à Ferdinand de Lesseps qui a construit le canal. Et après, il y a des espèces par contre qui peuvent arriver de la terre, qui peuvent être introduites. Ça, c'est un peu comme le cas de la Colerpa taxifolia, avec des espèces qui sont issues de rejets provenant du continent. Alors, barracuda, girelle pan, etc., puis il y en a plein d'autres, hein, c'est le problème actuel de l'apparition d'espèces qui trouvent avec le réchauffement climatique les conditions de développement. Donc le problème dans l'avenir, effectivement, ça va avoir, hein, c'est d'étudier pour voir si elles vont vraiment se développer, si elles vont supplanter d'autres espèces, etc. Donc c'est un peu le renouvellement, alors pas encore à grande échelle, mais enfin il y a quand même beaucoup de plus en plus d'espèces qui apparaissent et qui peuvent poser des problèmes à moyen et long terme. Alors un autre exemple aussi de structure, c'est les encorbellements, c'est les trottoirs à Lithophilum mykoïnès. Alors ça, c'est une algue encroûtante. Ça, c'est scande, voilà, donc ça n'a rien à voir avec la belle calvie. Par contre, ça, c'est spade. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça forme un trottoir, on peut presque marcher dessus. Et là, à spade, on peut penser que dans quelques milliers d'années, parce que la croissance est très lente, les 2 lèvres du trottoir vont se toucher. Et on peut avoir une structure très particulière. Alors, c'est une algue qui produit du calcaire, donc c'est vivant. La partie vivante, elle est en dessous, elle est dans l'eau. La partie qui est au-dessus, c'est la partie morte. Donc, il y a une croissance qui se fait comme ça. C'est une particularité de la Méditerranée. C'est intéressant, alors au niveau biologique, mais c'est aussi intéressant pour évaluer le niveau marin, puisque c'est vraiment une algue qui se développe au niveau zéro. Pas en profondeur, c'est au niveau zéro. Et quand vous plongez, notamment en Scande, vous avez pas des fossiles, mais vous avez des restes de trottoir sous l'eau. Ce qui veut dire que, à l'époque où vivait le trottoir, l'eau était au niveau du trottoir. Donc vous pouvez comme ça voir l'évolution du niveau marin, voir que notamment que depuis une certaine période, en tout cas depuis l'époque romaine, le niveau marin est bien monté. Donc ça, c'est vraiment une particularité, c'est partie des monuments entre guillemets naturels qu'on peut observer dans la réserve de Scande. Autre espèce aussi protégée, c'est la patette géante, qui peut faire 10 cm de diamètre. On en trouve, celle-là a été photographiée à Spade, donc il y en a encore, qui est hyper protégée, qui a longtemps été, alors je ne vais pas dire pas chassée, mais qui a été récoltée notamment pour la cuisine. Hein, ça se mangeait notamment, on faisait des pâtes à la patelle. Hein. C'est une recette italienne, et ça, bon, après c'est joli, c'est très côtelé, mais c'est protégé, et on espère que ça veut dire que les populations vont bien se reconstituer. Alors les oiseaux marins aussi. Les oiseaux marins, bon ça vous le connaissez, c'est le cormoran. Alors on dit le cormoran huppé de Méditerranée ou marangobe. Alors huppé parce qu'il a une huppe en période de reproduction. Il se reproduit en Corse, pas dans la région calvaise, mais notamment dans la grande sanguinaire. Et puis c'est un poisson typique, hein, qui peut plonger à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau pour aller pêcher. Et c'est qui forment des colonies. Là on a des adultes, les juvéniles sont plutôt gris, et donc ils forment de populations. Alors il a un vol caractéristique, hein, c'est le vol en rase-motte au ras de l'eau. Donc là aussi bien sûr oiseaux marins protégés. Après vous avez, alors pour montrer la différence, c'est le goéland leucophée, c'est celui qu'il y a partout quasiment, caractéristique.
bec jaune avec une tache rouge et les pattes jaunes. La tache rouge, c'est pour... c'est une adaptation qui permet au petit de reconnaître les parents, et le petit, vous avez ici, tape avec son bec sur la tache rouge, et les parents régurgitent pour lui donner à manger. Donc là, vous avez des œufs, ça a été pris à Spade. Donc vous avez les œufs caractéristiques. Alors vous savez que c'est protégé, c'est considéré dans certaines communes comme une espèce envahissante, pour les cris, pour les poubelles. Bon, ça c'est le problème parce que les poubelles elles sont laissées n'importe comment, donc ils arrivent, ils tapent dedans, et ils déchirent. Voilà. Alors, autre goéland, c'est un goéland endémique de Méditerranée qui lui a un bec rouge et a des pattes vert olive. C'est le goéland de Douin qui se reproduit en Corse, notamment dans le Cap et à Spette ou Ajaccio, qui est beaucoup plus gracieux, beaucoup plus fin. Mais on est toujours sur un goéland. Alors c'est pas des mouettes, pourquoi? Parce que la mouette, la voilà. La mouette qui est beaucoup plus petite, qui a un bec rouge mais qui a des pattes rouges, qui est un peu marquée au niveau de la tête. Donc voilà, donc souvent les gens quand ils disent il y avait plein de mouettes à Calvi, c'est pas des mouettes, c'est des goélands. Voilà, c'est un peu comme la Posidonie et les Alpes. Autre espèce qu'on voit plus à Calvi mais qu'on voyait au sud, je l'ai quand même mis, c'est le balbuzard pêcheur. Alors, vous savez qu'il y a une grosse discussion en ce moment. Le parc, l'office de l'environnement sont assez tendus avec les socio-professionnels parce qu'il y a des problèmes de dérangement et de la nidification. D'autant plus que la loi littorale n'a pas trop évolué en France depuis quelques années, et tout ce qui est scooter des mers, c'est pas pris en compte. Alors, il n'y a pas que le scooter des mers, hein, il y a aussi la fréquence, je ne sais pas si vous avez vu l'été à Scande, là, mais c'est la queue pour aller voir les balbuzards, etc. Vous avez tous les bateaux qui attendent, et c'est vrai qu'à un moment donné, sur les oiseaux, le problème de la nidification, c'est un problème s'ils sont dérangés. Alors, maintenant on va passer à l'arrière-plage. À Pinel. Alors je vais voir cette photo parce que si vous voulez, imaginez, enlevez les arbres ici, vous avez ce qu'était la plage de Calvi avant 1880. Voilà. Donc c'était ça. Alors pas ça, on verra après, c'est les griffes de sorcière, je vais en parler. Donc vous aviez des dunes et à l'arrière-plan des étangs. Il n'y avait pas du tout de Pinel. Maintenant, vous avez une Pinel avec des pins maritimes. Alors, voilà une carte de Calvi qui est tirée du livre de Marie-Josée Lovering et Jean-Félix Galette sur Calvi. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est un ouvrage très intéressant. C'est une carte du XVIIIe siècle où on voit, bon là c'est bien sûr la citadelle, hein, et on voit des étangs de Calvi avec trois principaux étangs, Stagnon, Pagazza et Padoule. La Padoulée, tous les noms vous les retrouvez dans les noms ici. Donc c'était vraiment des étangs avec le gros problème des étangs, les odeurs et surtout le paludisme, la malaria, qui posaient d'énormes problèmes, mais qui ont fait la richesse des pièces rapportées. Alors je m'explique un petit peu. Alors, vous savez que c'est pas que propre à la Corse, hein. Souvent quand on parle de la belle-fille ou du gendre, on dit la pièce rapportée. Alors, il faut toujours être positif, il faut dire la plus-value ou la valeur ajoutée. Mais, alors pourquoi je dis que ça fait la bonne heure des pièces rapportées? Parce que c'était les terrains qui étaient cédés aux filles. C'est-à-dire qu'en gros, dans une grosse famille, quand on avait des terrains au bord de l'eau et des terrains plutôt en montagne, on donnait les terrains en montagne aux garçons et on donnait les terrains pourris aux filles. Mais il y avait la malaria. Sauf que ces terrains, notamment la malaria a disparu en Corse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est les Américains qui étaient basés notamment sur la plaine, qui ont utilisé les bombardiers, non plus pour bombarder l'Allemagne, mais qui ont utilisé pour balancer des tonnes et tonnes de DDT, ce qui a entraîné la disparition. Et donc, du coup, maintenant, au niveau des étangs, il n'y a plus de malaria, mais tous les terrains ont changé entre guillemets de nom, puisque c'est les filles qui ont amené les terrains dans les familles. C'est pour ça que ça a fait le bonheur entre guillemets, des pièces rapportées. Donc ces étangs, les calvés, on retrouve beaucoup de sources, hein, où les calvés se plaignaient des odeurs, de la malaria, etc. Et puis, en 1880, il y a un ingénieur des Pays de la Forêt, je crois, M. Champeau, qui a donné son nom au résident Champeau, qui est venu et qui a décidé de planter du pin maritime pour
pour fixer un petit peu. Bon. Si vous êtes venu, vous avez vu qu'il y a quand même encore de l'eau, hein, c'est pas... mais disons que on a asséché un maximum d'étangs. On a planté deux types pour lutter contre le paludisme, notamment pour assécher, on a deux types d'arbres. Ici c'est le pin maritime, à Porto c'est l'eucalyptus. Bon, ben, à Calvi aussi, hein, quand vous arrivez, il y en a pas mal d'eucalyptus, bon, originaire d'Australie, qui n'a rien à voir avec la Corse, mais ça a été planté à cette époque pour assécher un peu les marais. Là, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse, si vous voulez, parce que ça tombe bien par rapport à... Il y a eu un article la semaine dernière, je crois, dans le journal, puisqu'il y avait un grand article, on disait que le pin emblématique de Palembadge était mort. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Corse ce matin, il y avait tout un article où notamment les socioprofessionnels se plaignaient. Bon. Et vous avez une ancienne élève à moi, d'ailleurs, qui était interviewée, Mme Porte-Zélibor travaille avec l'Office d'environnement, elle disait ben, on ne sait pas quoi faire. Le problème, il faut savoir que là, on est sur du patrimoine naturel, mais créé par l'homme. Même chose pour la pinède de Calvi. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt patrimonial, certain, urbanistique, etc. Mais c'est complètement artificiel. Si vous voulez avoir une idée un peu de ce que pouvait être il y a 300, 400 ans Calvi, c'était vous allez peut-être à Saletch, vous allez à l'Ostricogne, vous avez la plage, les dunes, et puis des étangs derrière. C'était ça. Après, bon, on a planté, c'est vrai que c'est joli, etc. Mais c'est voilà, c'est artificiel. Donc, à un moment donné, s'étonner que ça disparaisse à un moment donné pour de multiples raisons, voilà, c'est à discuter, mais c'est pas forcément illogique. C'est pas forcément illogique. Maintenant, demain, c'est vrai que si demain, il y avait une maladie ou s'il y avait un problème sur la pinède de Calvi, tout le monde dirait ça. Tout le monde dirait, attention, on perd un patrimoine, etc. Mais il faut avoir quand même en tête que c'est vrai que c'est un patrimoine humain, entre guillemets, parce qu'on l'a toujours vu, nos grands-parents l'ont vu, etc. Ça fait partie de la carte postale, ça fait partie maintenant de l'environnement, mais c'est un phénomène anthropique, c'est l'homme qui l'a créé. C'est pas naturel au sens... c'était pas là avant nous, entre guillemets. Alors, quand sur les dunes, parce que la dune à Calvi, elle a quand même pris le compte, ce qu'on voit beaucoup, c'est, en arrière-plan, c'est le tamaris d'Afrique, et puis une plante qui n'est pas propre à la Corse, c'est l'Oya, hein, qui fixe bien, c'est une graminée qui fixe bien le sable. Et puis ce que vous avez, les ganivelles, c'est ce que mettent notamment en mesure de protection, c'est fait en châtaignier, et ça permet d'aider à la fixation du sable, à maintenir la dune. Alors la dune, c'est un peu comme l'herbe de Posidonie, hein, c'est des groupements végétaux et animaux particuliers, intéressants. L'Oya fixe le sable, etc. Ça passe sur le patrimoine. Mais c'est très sensible. C'est sensible au piétinement, c'est sensible il y a des dunes entières qui étaient notamment dans la région de Propriane qui étaient piétinées par les 4x4, etc. Donc c'est une partie du patrimoine, c'est très sensible, donc on essaie de les protéger au maximum. Trois types de plantes caractéristiques de la dune. Le panico, ou chardon bleu, qui est aussi l'emblème du conservatoire du littoral. Un espèce de pavot qui n'est pas rouge, mais qui est cornu et qui est jaune. Et puis le lys de mer. On voit bien que c'est les 3 feuilles de lys. Et ici, vous avez les 2 ovaires, hein, les futurs fruits, puisqu'il y a une floraison qui est un peu décalée. Voilà. Ça, on en voit, ça aussi. Les lys de mer, j'en ai pas vu beaucoup depuis longtemps dans les dunes de Calvi. Alors, là, normalement, on ne voit pas très bien, mais j'allais passer sur le maquis. Mais avant de passer sur le maquis, parce que pour le maquis, sur un autre milieu naturel, j'ai pris la révélate, je vais juste vous faire un rappel, par rapport aux veaux marins, parce que bon, on est sur la révélate, on a ici la grotte, qu'on voit à l'intérieur, et puis toujours dans le livre sur Calvi, vous avez, sur le port de Calvi, un veau marin, un phoque-moine, et vous avez les Calvets qui posent fièrement devant, comme Tartarin de Tarascon devant un veau marin. Il faut savoir que les veaux marins ont disparu, notamment gênés par l'homme. C'est typiquement une disparition due à l'homme. Ils étaient en compétition par rapport aux pêcheurs, les filets, etc. Et donc ils ont été exterminés. Il n'y a plus de veaux marins en Corse qui se reproduisent. Quelques-uns ont été observés, mais de passage. Et la grande majorité se reproduit encore, je crois, en Tunisie ou dans le sud, en Afrique du Nord, etc. Donc voilà, ça c'est une espèce qui a typiquement disparu due aux actions de l'homme. Donc il y avait effectivement donc, à une époque des veaux marins dans la région calvaise. Alors, la révélate, donc,
site inscrit, hein, racheté par le patrimoine, par le conservatoire du littoral, vue sur Calvi. L'arrivée là, typique d'un maquis littoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forêt, etc. C'est un maquis pas très haut. J'ai remis quand même la banquette de Posidonie, parce que quand j'ai fait la photo, vous voyez l'épaisseur, l'importance de la banquette, on voit comment elle protège bien la plage. Parce que imaginez des vagues ici, avant que la vague elle arrive à submerger la plage, il faut qu'elle passe il y a 10 mètres, à 10 à 15 mètres. Hein. Donc on voit bien le rôle de la Posidonie comme protection. Ah, c'est sûr que c'est pas terrible de se baigner là, mais à un moment donné, ça participe à la sauvegarde du milieu naturel. Donc, si on part de la mer et si on remonte, trois types de plantes caractéristiques parce qu'elles sont très bien, elles supportent très bien le sel. C'est Christ marine, bon, qu'on trouve aussi en Atlantique et qui sert à faire des sortes de cornichons, qui est utilisé aussi en médecine ou en crème, etc. Ça a des effets sur le tissu, ça permettrait de consommer, de digérer le tissu adipeux, voilà, donc en cosmétique, en cosmétologie. Le Statice articulé, qui est une plante endémique, corso-sarde, et puis l'Érodium de Corse, qui est une endémique typique à la Corse, qu'on trouve dans les rochers de la Révélate. Autre plante, le poireau White des îles, des narcisses, on trouve effectivement, et puis l'immortel, à Mours, l'immortel Italie, qui est aussi très connu en cosmétologie. Après, on est sur des végétaux un peu plus gros, l'arbousier, l'arbre est trop. Caractéristique de l'arbousier, c'est qu'il y a les fruits et les feuilles, et les fleurs, ce qui est bizarre, parce que normalement c'est la fleur qui donne le fruit, mais c'est tout à fait normal parce que la fructification met 1 an. Donc vous avez l'année N est ici et l'année N-1 est ici. L'oléastre, qui est l'olivier sauvage, et puis le lentisque, caractéristique pour faire une espèce de gomme. Qui est très odorant. Les Ajacciens, je ne sais pas ici, mais en tout cas les Ajacciens, ils utilisent le lentisque pour attraper la murène. Ils appellent ça le fratatsu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent au marché, vous essayez de capturer un morceau de poulpe, et ils fument le morceau de poulpe à partir de lentisque. Une fois qu'il est bien fumé, ils frottent le morceau de poulpe sur un rocher, à la tombée de la nuit, et il paraît que 10 fois sur 10, la murène vient, et là, il attrape la murène. Voilà, donc ça, il paraît que le lentisque aurait des vertus pour pêcher la murène. Autre type de plante, la filaire à feuilles étroites, le romarin, et puis la passerine hérissée, on en a beaucoup à Spane, avec des petites écailles. Alors, je finis un petit peu les plantes caractéristiques. Hein. Vous avez la bruyère arborescente, à Scope, qui est aussi appelée la traîtresse en Corse. Je ne sais pas si vous le savez. C'est parce que la bruyère, au moindre souffle, elle bouge. Donc à l'époque, on disait que quand les bandits se cachaient derrière les bruyères, ils étaient tout de suite repérés parce que la bruyère, elle bougeait et elle donnait l'information aux gendarmes. Enfin, ça, c'est vrai. Ça, vous connaissez. En tout cas, les enfants connaissent. Ça reste un poison. C'est la salse pareille. C'est l'herbe des schtroumpfs. Voilà, c'est une algue. Une algue, et puis vous avez des petits arômes qu'on trouve, les petits arômes capuchons qu'on trouve sous la main. Après, vous avez à morte, la myrte, hein. Enfin le myrte, pardon. Le myrte, c'est la plante, et la myrte, c'est la baie. Voilà. Caractéristique aussi. Alors, ce qu'on voit aussi intéressant à la Révélate, c'est les trois. Alors, ça, on a la chance d'avoir une photo avec les trois cystes. Alors, grosses feuilles blanches, avec des grosses fleurs blanches, avec des grosses feuilles, c'est le cyste à feuilles de sauge. Lui, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que lui qui est rose, c'est le cyste de Crète. Et celui qui a des petites feuilles avec des petites fleurs, avec des feuilles étroites, c'est le cyste de Montpellier. Alors, les cystes sont collants. Vous savez que si vous toucher les feuilles de cyste, c'est collant, parce qu'il y a une substance qui s'appelle le lacdanum, qui permet notamment de lutter contre la sécheresse, d'éviter des pertes d'eau. Alors, le cyste, c'est une plante qui résiste énormément aux incendies. Et donc, après un incendie, c'est une des premières plantes qui poussent. C'est aussi une des premières plantes qui poussent lorsque vous avez un espace cultivé qui redevient sauvage. Ça pousse très vite. Et après les incendies, ou dans ce cas-là, souvent ça forme des étendues qu'on appelle des cystées.
Donc le CIS est une des premières étapes de la reconstitution de la flore après un incendie ou une dégradation. Sous le CIS, vous avez aussi ces petites plantes qui est un parasite du CIS qu'on appelle le cytiné. Et puis là, sur une feuille de CIS de crête, vous avez une abeille. Alors je l'ai mise, pourquoi? Parce que ça, c'est l'abeille corse. Vous savez que c'est un écotype, l'abeille corse, c'est particulier. Elle a une langue plus longue et elle a moins de poils. Alors, elle est noire, très noire. Elle a moins de poils sur l'abdomen et elle a une langue plus longue que l'abeille continentale. Elle est protégée, c'est-à-dire qu'on n'a pas, depuis 1982, on n'a pas le droit d'introduire des abeilles venant du continent. Encore, c'est interdit. Hein. Et donc, on a une abeille très particulière avec différents types de miel, d'été, d'automne, etc. Aussi, une autre plante qui est aussi endémique de Corse, c'est le crocus, printemps, avec les étamines en jaune et le style stigmate, la partie femelle, en orange. Crocus, vous savez que, alors, pas celui-là, mais on tire le safran du crocus. Hein. On récupère le style de stigmate, on fait sécher et après on fait du safran. Bon, pour avoir 1 kilo, il en faut pas mal, enfin c'est assez rentable économiquement. Alors, avant juste pour revenir un peu sur les différents végétaux, vous savez que les végétaux du maquis, notamment dans les pays chauds, dans les zones chaudes, ont vraiment des adaptations. C'est-à-dire qu'au niveau végétal, vous regarderez les feuilles, en général, elles sont lustrées sur le dessus, elles sont plus opaques dessous. Tout simplement parce qu'elles produisent une cire, et ce qui permet d'éviter la perte d'eau l'été. Après, vous avez d'autres stratégies. Vous avez aussi des espèces qui ont des feuilles en forme d'écailles, comme la passerine, et du coup, ça limite aussi les pertes d'eau parce que la surface est moins importante. Alors les feuilles, si on regarde les feuilles de bruyère, c'est une toute petite aiguille. Hein, aussi. Là aussi, on limite les pertes d'eau l'été. Alors, 2 types de lézards qu'on trouve aussi dans la baie de Calvi, hein, c'est le lézard tiliguerte et puis le lézard sicilien. Alors, pour ne pas vous tromper, le sicilien, c'est facile, c'est celui qui a les 2 bandes vertes, très très longues bandes vertes, et ça, on en trouve de plus en plus. Alors, là aussi, il faut savoir que au départ, il y a le plus vieux lézard de Corse, c'est le lézard qu'on trouve en montagne, c'est le lézard de Bédriague, on l'appelle ouré en Corse, qui est beaucoup plus gros. Le lézard de Bédriague, donc c'est le plus ancien, c'est un archéolézard, et puis avec notamment les glaciations, au niveau de la mer, etc., on a eu l'arrivée du lézard tiliguerte, ou tyrrhénien, et puis après le lézard sicilien. Et ces 2 lézards ont complètement, sont entrés en compétition avec le lézard de Bédriague, le lézard historique entre guillemets, et l'ont repoussé dans les montagnes. Parce qu'en montagne, ils n'aiment pas trop la montagne. Et là aussi, un phénomène qui se déroule maintenant, pour un point de vue immobilier en Corse, on appelle ça le syndrome de Bédriague, parce qu'on considère que les prix immobiliers sont tellement importants sur le littoral que les Corses sont obligés, pour avoir accès à la propriété, de monter vers la montagne, où c'est moins cher. Voilà, ça c'est un peu... mais on l'appelle effectivement... c'est pas pour la Corse, hein, vous savez qu'on trouve dans d'autres régions ce phénomène, mais c'est vrai qu'on appelle ça aussi... certains économistes locaux ont appelé ça le syndrome de Bédriague. Alors, là je vais finir là-dessus, parce que tout à l'heure, vous avez vu, on a vu les griffes de sorcière. Là, on est sur le phare de la Révélate et vous avez ce type de plante. Et tout à l'heure, on voyait, alors ça c'est spade, donc on voit ces magnifiques fleurs qui peuvent être blanches ou qui peuvent être jaunes, qui ne sont pas du tout locales. C'est les griffes de sorcière qui viennent d'Afrique du Sud, qui ont été introduites en Corse, mais pas qu'en Corse, par les phares et balises. C'est les services de l'État, à une époque, qui ont planté les griffes de sorcière pour faire des tapis autour des phares et balises et pour ne pas avoir à les nettoyer. Ça, c'était bien propre et tout. Donc c'est une introduction, ça forme des tapis énormes. Si vous allez à pied, Trailerousse ou Aspal, vous posez des questions. C'est vraiment des envahissantes. Hein. C'est très très fort. Tout le monde dit ah, c'est joli, sauf que c'est pas du tout local. Et ça supplante complètement la flore
Là, par exemple, normalement, à Span, ça faisait, il y a 2 ou 3 ans, ça faisait plusieurs dizaines, voire pas centaines de mètres carrés, hein, facile. Après, vous avez le ficus de Barbarie aussi, qui lui, et les aloès arborescentes, on voyait, qui sont originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, aussi plantes introduites. Vous avez une des dernières plantes introduites, c'est les lampes glanduleux qui vient de Chine. Je ne sais pas si vous voyez au bord des routes, il y en a de plus en plus en Corse, énormément. Énormément. Et puis, enfin, le charançon rouge des palmiers. Là aussi, les palmiers, même problématique que l'épineret. Hein. C'est vrai que ça fait partie des monuments architecturaux, mais c'était complètement introduit. Hein. L'époque des palmiers, c'est la Riviera, c'est en même temps que la Côte d'Azur et la promenade des Anglais, ou la villégiature des Anglo-Saxons, qui viennent en Corse, notamment dans la région ajaxienne, mais même à Calvi, et ils amènent avec eux notamment une partie de l'architecture sur Ajaccio, mais c'est à partir de cette époque qu'on plante les palmiers. Voilà, donc après on pouvait grimper un peu plus, on avait le cidre de Bonifate, mais je savais que j'allais pas y arriver, donc je préfère m'arrêter là et